Bonjour à tous, je vais commencer donc cette présentation. Je suis Jean Nemo, créateur et directeur général de la Librairie des Écoles, maison d'édition que j'ai créée il y a 15 ans pour proposer aux professeurs des écoles des méthodes efficaces et ayant apporté la preuve de leur efficacité. Le premier ouvrage que j'ai publié, c'était une méthode de lecture syllabique. Le deuxième ouvrage que j'ai publié, c'était une méthode d'histoire chronologique. Et le troisième ouvrage que j'ai publié, c'était la méthode de Singapour. Donc voilà pour le contexte. Pourquoi la méthode de Singapour? Parce que à l'époque, Laurent Laforgue, médaillé Fields de 2002, avait alerté l'opinion publique sur la baisse du niveau de mathématiques en France en raison de pratiques pédagogiques inefficaces. Et il précisait dans sa lettre que c'était un phénomène mondial et que seule exception à la règle se trouvait la République de Singapour. Donc j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Laurent Laforgue. Laurent Laforgue m'a mis en contact avec un mathématicien israélien et le mathématicien israélien m'a mis en relation avec le ministère de l'Éducation de Singapour. Et j'ai donc entrepris il y a 15 ans cette magnifique aventure de publier, d'adapter, de former à la méthode de Singapour les professeurs des écoles. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez peut-être, Singapour a les meilleurs résultats du monde en enseignement des mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux évaluations Teams et aux évaluations PISA, depuis maintenant plus de 30 ans, ils sont premiers à tous les classements. Grâce à cette méthode, dont je vais vous présenter donc les principes. Ce que je vous montre ici, là, le pentagone, c'est ce qui sert de cadre au programme de Singapour depuis 1982. Ce cadre, il n'a pas changé, ça fait rêver. En France, on change de programme tous les 5 ans. À Singapour, ils ont le même programme depuis 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la résolution de problèmes mathématiques est au cœur de l'enseignement des mathématiques. Que pour parvenir à résoudre des problèmes, il faut maîtriser les concepts, les notions, savoir ce qu'est une addition, savoir ce qu'est une soustraction, savoir ce qu'est un triangle. Il faut avoir des compétences, avoir acquis des automatismes, savoir ces tables de multiplication, savoir faire des additions. Il faut aussi avoir des compétences de raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment avoir les procédures en tête, pas à pas, comment est-ce que je fais pour résoudre un problème, comment est-ce que je fais pour poser une division euclidienne. Et puis vous voyez qu'il y a en haut les compétences plus élevées, notamment la métacognition. La métacognition, c'est être à l'écoute de sa propre pensée, se sentir progresser en tant qu'élève. Je sais en tant qu'élève que je ne suis pas à l'aise avec cette méthode. Peut-être que je pourrais utiliser une autre méthode, savoir que j'ai progressé et savoir ce que j'ai appris de nouveau. Et puis, chaque professeur en rêve, avoir des élèves qui ont une attitude positive vis-à-vis des mathématiques. Ils n'ont pas peur des mathématiques, au contraire, ils ont envie de faire des mathématiques. Quand il y a un problème, il n'est pas insurmontable, et s'il est insurmontable, ils vont persévérer, ils vont redoubler d'efforts, et ils vont ressentir de l'intérêt et de la confiance. Pourquoi est-ce que la résolution de problèmes est au cœur de l'enseignement des mathématiques à Singapour, mais je vous rassure aussi tout de suite, en France et dans la plupart des pays du monde, tout simplement parce que... Alors attendez, j'ai un peu anticipé sur ma slide. Je vais recommencer depuis le début. La méthode de Singapour, c'est une méthode qui a été conçue par le ministère de l'Éducation de Singapour en 1982. C'est pas une méthode miracle, c'est pas un Singapourien qui s'est levé un beau jour et qui a dit « bon sang, mais c'est bien sûr, voilà comment on va révolutionner l'enseignement des mathématiques ». Non, ils ont fait leur travail. Ils ont dit, on va prendre tout ce qui marche en didactique des mathématiques. Ils ont lu les pédagogues, ils ont lu les mêmes pédagogues que vous connaissez tous, Maria Montessori, Jean Piaget, Jérôme Brunner. Ils les ont lus et ils ont sélectionné les pratiques pédagogiques les plus efficaces. Ils ont déduit de ça une collection de manuels qu'ils ont édités eux-mêmes, les collections de manuels de Singapour que j'ai éditées en 2007 et qui sont tout simplement une progression très délicate, intelligente, structurée, rigoureuse du CP, du premier jour du CP au dernier jour de la 6e. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs de l'enseignement primaire
il faut bien à un moment planifier les objectifs d'apprentissage de manière rigoureuse. Qu'est-ce qu'on doit avoir mis en place pour pouvoir résoudre un problème? Il faut d'abord avoir maîtrisé des compétences de base, etc. Donc cette progression du simple au complexe et du concret à l'abstrait, c'est, si vous devez retenir une seule chose, c'est ça la méthode de Singapour. C'est une progression idéale, éprouvée par plus de 40 ans de pratique, remis en cause, toujours retravaillée, avec chaque exercice a été réfléchi de façon intelligente. L'idée, c'est on va décomposer les objectifs d'apprentissage pas à pas, de manière à ce que ça soit ni trop facile, ni trop difficile. Tout simplement. Donc il y a 3 principes généraux que je vais vous présenter. Et ces 3 principes, vous allez voir à la fin de la présentation qu'il y aura 2 conclusions. J'anticipe un peu sur la conclusion que vous devez tirer de cette présentation. Premièrement, ce n'est pas une méthode très différente de ce que vous faites déjà si vous êtes professeur en classe. Ce n'est pas une méthode difficile, ce n'est pas une méthode exigeante, c'est juste une très bonne méthode. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que vous allez apprendre quelques petites choses différentes que vous ne faites sans doute pas, et il serait peut-être utile de les tester dans vos classes. Et si vous utilisez la méthode de Singapour dans vos classes, de faire confiance à la progression, de faire confiance à la méthode. 3 principes donc, concret, imagé, abstrait. Ça, c'est d'un principe didactique. C'est propre à l'enseignement des mathématiques. Comment est-ce qu'on enseigne l'abstraction mathématique en passant lentement du concret à l'abstrait? Le deuxième principe, c'est un principe programmatique. C'est lié au programme de Singapour. C'est qu'est-ce qu'on apprend au CP, qu'est-ce qu'on apprend au CE1, qu'est-ce qu'on apprend au CE2, et puis qu'est-ce qu'on apprend au premier trimestre du CP, qu'est-ce qu'on apprend le premier mois de CP. Voilà, ça c'est la progression. Et le troisième principe, c'est un principe pédagogique qui n'est pas propre à l'enseignement des mathématiques, qui est aussi que vous pouvez utiliser en français, que vous pouvez utiliser en anglais, que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle notion nouvelle que vous voulez enseigner aux enfants. Alors, commençons par le début. Le concret, imagé, abstrait, c'est inspiré de Jérôme Brunner. Et ça consiste tout simplement à dire que quoi? Les mathématiques, c'est par définition l'art de l'abstraction. On abstrait le réel, ça veut dire qu'on va simplifier le réel pour le rendre intelligible et pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. On va pouvoir calculer la trajectoire d'une planète parce qu'on ne se fie pas à nos perceptions qui sont trop complexes. On va simplifier le réel avec des nombres, avec des courbes, avec des schémas. Mais pour les enfants qui vivent dans le monde sensoriel, dans le monde immédiat, dans le monde du mouvement, l'accès à la compréhension du chiffre 3 est très longue. D'autant plus que vous et moi, on sait que 3, ça peut pouvoir représenter ma petite sœur qui a 3 ans, ou une corde de 3 cm, ou alors 3 pommes. Pour nous, ça ne pose pas de problème, mais pour un enfant, ce n'est pas du tout évident. Donc ce que va proposer Singapour, c'est de faire un long trajet. Quand je dis long, c'est du CP à la 6e, un long trajet du concret à l'abstrait, en passant par une étape intermédiaire qui est la représentation imagée. Souvenons-nous que les mathématiques, à l'origine, c'est de la géométrie. On a inventé les chiffres et les symboles pour résoudre des problèmes géométriques. Et ben, dans la méthode de Singapour, on donne à voir aux enfants ce qui est représenté, de manière progressive, de manière détaillée. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque séance, pour chaque notion, on va commencer par de la manipulation. Ceux d'entre vous qui utilisent la méthode de Singapour, ceux d'entre vous qui ont des collègues qui utilisent la méthode de Singapour ont sûrement constaté qu'il y avait beaucoup d'objets de manipulation courants dans leur classe. Il y a des cubes, il y a des disques de fraction, il y a des barrettes Cuisner, il y a des jetons. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de transformer votre classe en magasin de jouets, ce n'est pas de faire manipuler aux enfants pour les faire manipuler, on va prendre du matériel adapté à chaque notion. C'est-à-dire que pour chaque notion, il y a un matériel qui est directement en lien avec l'objectif d'apprentissage. Ça, c'était très vrai dans Maria Montessori. Chaque matériel poursuit un seul objectif didactique.
D'accord? Donc on ne va pas utiliser le même matériel au CP où il s'agit d'additionner 10 et 5 qu'au CE2 où on va devoir additionner 3212 plus 404. D'accord? Ce n'est pas le même matériel de manipulation. Le matériel est adapté à chaque notion. On va utiliser un seul matériel à la fois pour un seul objectif didactique. On va aussi avoir des activités rythmées et limitées dans le temps. Il ne s'agit pas du tout, contrairement à certaines idées reçues, d'une méthode par la découverte. On ne va pas attendre des enfants que par la manipulation, par miracle, ils accèdent à des compréhensions mathématiques complexes. Non, 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 c'est très guidé et c'est très limité dans le temps. En revanche, cette manipulation, cette étape concrète, on va la poursuivre jusqu'au CM2, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un élève est très à l'aise avec les algorithmes de calcul, il pose des divisions euclidiennes, il fait des conversions de mesures, il fait tout très bien, mais est-ce qu'on est bien sûr que dans son esprit, il sait ce que c'est un centimètre cube? On ne sait pas vraiment. Et donc, la manipulation permet toujours de retourner au réel. Et c'est ça qui va ancrer dans la tête de vos élèves des empreintes kinesthésiques qui vont rester très très longtemps. Deuxième étape, la représentation. Il s'agit maintenant de... On a manipulé, on ouvre le fichier, et ben, on a manipulé des cubes, et ben, les cubes, on va les montrer sur le fichier. C'est déjà plus abstrait parce que c'est une représentation en 2 dimensions. On va représenter, par exemple, ça j'ai pris un exemple au CP, des collections de nombres, et puis après, on va utiliser les boîtes de 10 pour commencer à ranger les nombres, à les ordonner, à voir les compléments à 10. On est dans un système décimal. On va utiliser les trains de cubes, dont je vais reparler tout à l'heure, pour comparer des quantités, pour ajouter des quantités, pour raconter des histoires avec les nombres. On va aborder la notion d'addition et de soustraction sans introduire le signe plus, ni le signe égal, ni le signe moins, mais par une représentation intermédiaire qui est plus concrète que l'addition avec les symboles, mais plus abstraite, évidemment, que les cubes. Donc, c'est un chemin vers l'abstraction. On va utiliser aussi la bande numérique qui permet de compter en se déplaçant, en se promenant sur la droite, en additionnant ou sur la gauche en soustrayant. Et vous voyez, on ne va pas seulement faire ça, on va aussi mettre en lien les relations entre elles. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des représentations variées, d'avoir toujours des différentes représentations pour représenter les quantités, mais il s'agit aussi de les mettre en lien entre elles. Comme ça, au fur et à mesure, les enfants ont appris depuis le CP, même depuis la grande section de maternelle, à manipuler avec des cubes. Ils savent qu'ils peuvent raconter des histoires avec des cubes, que, mettons, le cube rouge représente un enfant qui a des lunettes et puis les 5 cubes jaunes représentent des enfants qui n'ont pas de lunettes. Et puis, un beau jour, au CE2, il va apprendre que ces mêmes cubes peuvent représenter des fractions. D'accord? Et que ce qui était jusqu'à présent une situation additive devient une situation multiplicative. Donc il y a aussi la permanence, il y a la cohérence du choix des outils didactiques. Pourquoi les cubes ? Pourquoi le matériel de base 10 ? Pourquoi tous ces objets de manipulation ? Parce qu'ils ont été sélectionnés avec soin pour être le plus profond possible dans leur richesse mathématique. Et enfin, le stade de l'abstraction. Le stade de l'abstraction, c'est le stade des symboles. On va, à ce stade-là, pouvoir faire des opérations expertes, du calcul mental. On va pouvoir apprendre des algorithmes. Par exemple, ici, 4/5 moins 1/10. On sait qu'on va pouvoir multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour réduire au même dénominateur. Ça, c'est le stade abstrait. Et bien, vous voyez, même quand on arrive au stade abstrait, on donne à voir. Donc, ici, on doit être a priori au CM1. On donne encore à voir jusqu'au dernier moment, tant que c'est possible, on donne à voir les opérations qui sont représentées. Un exemple, les opérations. Si vous êtes sur les opérations, vous avez ici, on va apprendre à additionner 37 plus 28. Et donc, on va montrer ça avec du matériel de base 10. Ce qui fait que l'enfant va pouvoir, avec du vrai matériel qu'il a en classe, avec du vrai matériel, il va pouvoir faire 3 dizaines plus 2 dizaines. Et puis, il va additionner 7 unités et 8 unités. Et puis, il va bien voir qu'en empilant les cubes les uns sur les autres, en les emboîtant les uns sur les autres, il aura formé une nouvelle dizaine. Donc, l'algorithme
que nous on fait automatiquement de l'addition aura du sens pour lui. Il l'aura fait physiquement. Et s'il s'est trompé, c'est qu'il a mal compté, mais il suffit qu'il recompte. Les cubes, ils sont là concrètement devant lui. Hein, il n'y a pas de triche. C'est ce que j'appelle la pédagogie de la preuve. C'est pas des recettes magiques, les mathématiques. C'est du concret, c'est du solide. Pareil pour les soustractions. On va reprendre exactement la même logique, avec ici une dizaine qu'on va casser en 10 unités séparées pour pouvoir résoudre la soustraction. Et vous voyez d'ailleurs que ici on est peut-être à 3 ou 4 semaines d'écart entre les deux séances, mais on a une grande cohérence dans le choix de la présentation. C'est aussi un autre aspect de la méthode de Singapour, c'est qu'il y a une attention très très forte qui est donnée à la mise en forme. Si vous observez les maquettes des ouvrages, on a beaucoup de séances qui sont récurrentes. L'idée est de mettre les élèves dans un cadre solide, rassurant, construit, rigoureux, qui va leur permettre d'incrémenter au fur et à mesure chaque petite difficulté. Un autre exemple, les fractions. Alors les fractions, c'est intéressant parce que Gabriel Attal, le 5 décembre dernier, a dit toutes les écoles de France vont devoir utiliser la méthode de Singapour. Et non seulement ça, mais ils vont devoir faire les fractions au CE1 et puis les nombres décimaux au CE1. Horreur! Quoi? Les fractions au CE1? Mais pourtant, on nous a dit que c'était très compliqué et qu'il fallait les rapporter beaucoup plus loin parce que la tendance naturelle des programmes depuis 50 ans, c'est quand même de repousser les difficultés toujours plus avant. Et pourtant, à Singapour, ils font les fractions au CE1. Mais c'est normal, à Singapour, c'est un pays totalitaire. Et puis, les élèves sont disciplinés, ils n'osent pas dire non. Et puis, ils font des cours du soir. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment par pur sadisme que les Singapouriens font faire des fractions au CE1 aux élèves ou des nombres décimaux au CE1. Vous avez compris, j'espère, l'ironie de mon propos. Ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Vous pouvez faire comprendre aux élèves, sur la base concrète, des notions extrêmement sophistiquées. Et plus vous le faites tôt, plus vous aplanissez les difficultés sur les années à venir. Qu'est-ce qu'ils vont dire les nouveaux programmes à venir? Ils vont dire exactement ce que Singapour dit. C'est-à-dire que si vous commencez à faire les fractions au CE1, vous allez pouvoir arriver au même niveau à la fin du CE2 qu'aujourd'hui à la fin du CM1. Ce n'est pas que vous aurez fait l'équivalent de 2 années en 1 année, c'est que vous aurez gagner une année en étalant les difficultés sur 2 années. Les difficultés, elles ne sont pas très dures. Dans le langage courant, on utilise le vocabulaire des fractions. Donne-moi un quart de ton gâteau, donne-moi la moitié de tes billes, etc. Une demi-heure, etc. C'est du langage courant. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va simplement progressivement formaliser cette approche de la méthode de Singapour. Ici, enfin, des fractions. Ici, on va plier une feuille en 2, et puis on va la plier en 4, et puis on va utiliser des disques de fractions. Et puis très vite, on va pouvoir dire des choses qui sont intéressantes. On va pouvoir dire que 1 demi, c'est pareil que 2 quarts, et c'est pareil que 4 huitièmes. Puisque les élèves peuvent bien le constater, il suffit de voir que leur papier n'a pas changé de taille pour autant. Donc vous voyez, on va toujours par cette approche concrète pour aller très loin dans la compréhension. Je précise ici que là, je dois m'exprimer extrêmement rapidement parce que je vais vous présenter l'ensemble de choses, mais que mercredi prochain, je fais un webinaire sur la méthode de Singapour, sur les fractions dans la méthode de Singapour. Si vous voulez en savoir plus sur les fractions, sujet passionnant qui pourra occuper votre mercredi après-midi. Un autre exemple, les décimaux. Là aussi, un peu étonnant, pourquoi est-ce que ce ministre de l'Éducation veut introduire les nombres décimaux au CE1? Mais ce n'est pas vraiment les nombres décimaux en réalité. C'est ce que fait Singapour. Les enfants, ils aiment bien compter l'argent, rendre la monnaie. Voilà, c'est concret pour eux. Hein, ils veulent acheter quelque chose, combien ça va coûter, mais il va me rester combien après que j'aurai acheté ce truc. Et donc, on va utiliser la monnaie comme un prétexte pour introduire les décimaux. La monnaie, ce ne sont pas des décimaux. Ce sont des faux décimaux. Hein, parce que, bien sûr, 10 centimes, ça vaut 1 dixième de 1 euro. 1 centime, ça vaut 1 centième de 1 euro, mais ça s'arrête là. En dessous, il n'y a plus rien. Donc ce ne sont pas vraiment des décimaux, mathématiquement. Donc les mathématiciens, ils pourraient s'insurger et dire, ben non, c'est pas comme ça qu'on enseigne les décimaux. Les centimes, ce ne sont pas des décimaux. Mais là, on ne parle pas de mathématiques, on parle de pédagogie. Donc dans la pédagogie, on va partir du réel, de ce que les enfants sont, de ce que les enfants comprennent, et on va pouvoir leur introduire les écritures à virgule, hein, puisque
5,35 euros, ça fait 5 euros et 35 centimes. Donc on est bien là en train de pouvoir faire des additions et des soustractions de sommes avec des virgules, ce qui fait que quand ils arriveront au CM1 et qu'ils apprendront vraiment ce que sont les fractions, à savoir une écriture décimale d'une fraction décimale, d'accord, eh bien, ils auront été familiarisés. Et c'est toujours ce même projet pédagogique qui est de dire on installe les notions sur le temps long, on commence très tôt avec des petits nombres, et comme ça, on accoutume les élèves au fur et à mesure aux différentes représentations et notions mathématiques. Deuxième grand principe, la pédagogie de la maîtrise. C'est quoi la pédagogie de la maîtrise? C'est aussi inspiré de Jérôme Brunner, et ça consiste à dire que si on enseigne une notion suffisamment longtemps, tous les élèves y arrivent. C'est simple à dire. Donc ça veut dire que si vous enseignez que des additions pendant une semaine ou 2 semaines, vous allez pouvoir aborder l'addition sous tous ses angles, sous toutes ses représentations, sous tous ses sens. L'addition, ça peut être ajouter quelque chose, mais ça peut être aussi trouver le tout quand on a les deux parties. Ça peut avoir plusieurs sens. Donc on va pouvoir se concentrer à fond sur une notion avant de passer à la précédente. Donc on va traiter peu de sujets, mais on va les traiter en profondeur. Parce que pendant qu'on fait des additions, pendant ce temps-là, on ne fera pas de géométrie. Pendant ce temps-là, on n'apprendra pas à mesurer. Par contre, quand on fera de la géométrie, on ne fera que de la géométrie, jusqu'à ce que ça soit intégralement compris. Et ça, c'est ce chemin qui va permettre à la méthode de Singapour d'être aussi délicate dans sa progression du concret à l'abstrait, c'est qu'on va prendre notre temps. Le bénéfice, c'est aussi que les élèves savent ce qu'ils font. Ils savent qu'en ce moment, qu'est-ce que tu étudies en ce moment en maths? Eh ben, je suis en train d'étudier les fractions. Ah ben, je suis en train d'étudier la géométrie, parce qu'on étudie un seul sujet à la fois. Donc pour eux, c'est beaucoup plus clair. Et puis évidemment, ça permet de mettre en projet ce qu'on va leur enseigner. Donc je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. En conséquence de quoi, vous commencez à comprendre là où je veux en venir, c'est que si vous décidez d'adopter la méthode de Singapour, comprenez bien que la progression qui a été choisie, elle est très fine et qu'il faut la respecter, au moins dans un premier temps. Parce que sinon, si vous décidez de faire l'unité 8 avant l'unité 7, si vous décidez de faire la géométrie le mardi et puis la numération le lundi, vous êtes en train de faire s'effondrer l'édifice fragile et complexe et merveilleux que 50 années de pratique pédagogique à travers le monde entier ont permis de construire. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à l'intérieur de l'ouvrage, vous voyez, vous avez une seule séance, une seule notion, les nombres entiers, qui va être pendant 18 séances. On ne va même pas faire d'addition, de soustraction, on va faire que de la numération pendant ce temps-là. Sur les fractions, on va faire, c'est un peu flou, mais j'imagine, ouais, enfin bref, une quinzaine de séances. Une quinzaine de séances simplement sur les fractions. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas de géométrie. D'accord? Puis là, on va faire de la géométrie, l'aire et le périmètre. Voilà. Et donc, c'est un seul sujet à la fois. Et ça, c'est plus original dans les pratiques qu'on a en France. Et donc, effectivement, ça a pu troubler certains d'entre vous qui se sont intéressés à la question. Concrètement, donc, le déroulé d'une unité, c'est on va commencer par une séance entière consacrée à mettre en projet la notion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants, là c'est la première séance du CE1. Rappelez-vous, au CP, on avait appris à compter jusqu'à combien? Alors les élèves se remémorent, jusqu'à 100. Ah oui, vous aviez appris à compter plus que 100? Alors certains vont répondre, voilà. Et puis là, on va observer cette image pendant 1 heure entière et on va poser plein de questions et on va se rappeler et on va pointer ce qui est encore un peu inconnu. Et puis vous allez pouvoir faire un contrat avec vos élèves, un contrat en disant, ben voilà, à la fin de ce chapitre, vous saurez compter jusqu'à 1000. Et cette promesse, vous allez la tenir. Donc après, il y a un certain nombre de séances qui peuvent, comme je vous l'ai montré sur le sommaire, varier de 4 ou 10 ou 15 ou 20 selon la complexité de la notion. Et pendant ce temps-là, les élèves progressent de manière incrémentale, pas à pas, sans jamais avoir
de mauvaises surprises, si vous voulez, hein, parce qu'on fait le lendemain juste la suite de ce qu'on a fait la veille. Donc le chemin est tracé en toute confiance. Et à la fin de la séance, une séance entière d'objectivation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pendant le chapitre. Alors là, excusez-moi, le visuel n'est pas le bon, donc c'est pas évidemment ce que j'ai appris des nombres jusqu'à 1000. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la dernière séance, vous avez 1 heure entière consacrée à permettre aux élèves de formuler avec leurs propres mots, de faire des exercices où ils vont se remémorer ce qu'ils ont appris pendant toute l'unité. La mise en projet, donc, qui permet de poser des questions qui seront traitées dans l'unité, de rendre explicites les objectifs d'apprentissage, de faire le point sur le savoir des élèves, de favoriser leur concentration, puisque vous allez les impliquer dans la réussite de ce projet. Et puis, alors évidemment, ça c'est un petit plus, mais c'est toujours que ces images-là se font dans le contexte de la vie quotidienne, pour que les élèves aient bien en tête que c'est pas, les mathématiques, c'est pas une lubie inventée par l'école ou par leurs professeurs pour les embêter, c'est utile dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, bien entendu. J'ai vu une plaisanterie que m'a montré ma fille qui est en 3e récemment. On voit quelqu'un qui est en train de contempler un paysage avec l'air un peu nostalgique et mélancolique. Et il dit « Encore un jour sans que j'ai eu besoin de me servir des fonctions affines ». Bon, je vois que ça fait rire que moi, mais ça m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas forcément utiles pour tout le monde. Et ça ne va pas de soi que ce soit utile pour les enfants. Donc si vous ne leur montrez pas qu'il y a une utilité concrète dans la vie quotidienne à se servir des mathématiques, bah pour eux, ça sera des tâches en plus à résoudre. Ça sera des nouveaux devoirs, des nouvelles responsabilités, voilà. Alors que c'est toujours bien de savoir que c'est utile. Donc l'échafaudage, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant de séances qu'il le faut en fonction de la difficulté de la notion. On va décomposer les objectifs d'apprentissage en petites étapes. Et puis, il y a la règle du 90% 10%. C'est quoi ça? C'est une règle très connue par les concepteurs de jeux vidéo. C'est que si vous voulez motiver les élèves, il faut que ça soit ni trop facile ni trop difficile. Donc quand vous enseignez une notion nouvelle, il faut qu'il y ait 90% de choses déjà connues et 10% de choses nouvelles. Que s'il y a 50% de choses nouvelles, vous avez un risque de surcharge cognitive, de découragement. Les élèves ne suivent plus, ils sont perdus. Si vous avez 0% de choses nouvelles, les enfants sont découragés, démotivés. C'est toujours la même chose, mais ça fait depuis 3 ans qu'on révise ce truc-là. Je connais très bien. Donc l'idée, toute la délicatesse, toute la subtilité, toute l'ingénierie pédagogique qui est derrière la méthode de Singapour, c'est de parvenir à faire en sorte que chaque séance apporte son lot de nouveautés, mais que ce lot de nouveautés soit accessible pour que tous les élèves soient en situation de réussite. J'aime bien dire qu'on dit souvent, à tort, que pour que les enfants réussissent, il faut qu'ils aient confiance en eux. Mais c'est une tautologie. Si j'ai confiance en moi, mais que je ne sais rien faire, je ne vais jamais réussir. C'est exactement l'inverse, la vérité. C'est j'ai confiance en moi parce que je réussis. Et donc, votre métier de professeur, c'est de faire en sorte que la progression mette les élèves en situation de réussite. Et puis la dernière séance de l'unité, l'objectivation, où là, on va, grâce à un schéma très visuel, récapituler l'unité et mettre en lien les notions, favoriser la métacognition et faire un point d'étape avant de passer à autre chose. Je me rends compte que je suis un peu en retard sur mon planning, donc je vais accélérer. La pédagogie explicite, est-ce que il y en a parmi vous qui savent ce que c'est la pédagogie explicite? Si vous voulez bien lever la main, si c'est le cas. 1, 2, 3. Donc c'est quand même une petite minorité. Donc je vais quand même prendre le temps de vous expliquer la pédagogie explicite, c'est très important. Ce n'est pas spécifique à l'enseignement des mathématiques, c'est spécifique à tout enseignement, y compris de nouvelles notions, enfin dès qu'il y a une notion nouvelle. C'est vrai en français, c'est vrai en maths, c'est vrai en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est une synthèse des pratiques les plus efficaces en éducation. Et ce n'est pas une méthode miracle, c'est simplement des chercheurs qui sont allés partout dans le monde pour observer quels professeurs avaient les meilleurs résultats sur les réussites de leurs élèves. Évidemment, tous les critères ont été pris en compte. Et ils sont arrivés à un certain nombre d'invariants sur les pratiques pédagogiques les plus efficaces. Et c'est quoi?
Eh ben, ça ne va pas vous surprendre. C'est ce que je vous ai décrit sur la méthode de Singapour. C'est décomposer chaque notion en exercices simples pour faire accéder à la conscience des élèves des activités qu'ils font sans y réfléchir, afin qu'ils puissent les utiliser dans des situations nouvelles. C'est la règle des 90%, 10%. On va juste pointer l'objectif didactique de la séance. C'est quoi ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui que tu ne savais pas faire hier et que tu sauras faire demain? C'est quoi? Tu as appris lundi à poser une opération avec une retenue. Maintenant, aujourd'hui, tu vas apprendre à poser une opération avec 2 retenues. Tu as appris à poser une opération en colonne. Aujourd'hui, tu vas apprendre à poser une opération en ligne. Chaque fois, c'est très délicat. Et qu'est-ce que ce n'est pas la pédagogie explicite? Ce n'est pas un cours magistral devant lequel le professeur parle à des élèves passifs. Parce que dans une classe de pédagogie explicite, les élèves et le professeur parlent tout le temps. Ils sont tout le temps en train d'échanger. Je vais vous le montrer. Et ce n'est pas non plus des activités de découverte dans lesquelles les élèves apprennent par eux-mêmes et dans lesquelles le professeur serait un simple observateur, un simple facilitateur qui ferait accoucher la vérité. Donc il y a 9 principes. Du simple au complexe, chaque notion est divisée en petits savoirs enseignés progressivement pour garantir la réussite. Je me répète. On va sélectionner l'essentiel contre le superflu. Donc on va prendre un exercice et un seul pour servir un objectif pédagogique. Et pédagogie de la maîtrise, on va aller, chaque compétence est acquise avant de passer à la suivante. Ensuite, le professeur annonce l'objectif. Donc vous précisez clairement l'objectif de la séance et son utilité. Ensuite, deuxième étape, et ça c'est vraiment essentiel, ça remet le professeur au cœur de la salle de classe, vous réfléchissez à voix haute et vous encouragez les élèves à faire comme vous. Vous faites un exercice devant les élèves et vous utilisez le jeu. Et vous dites aux élèves, maintenant, c'est moi qui parle, vous allez bien m'écouter et vous allez bien me regarder. Et là, vous ne parlez plus aux élèves, vous vous parlez à vous-même. Vous utilisez le jeu. Je dois trouver le nombre d'enfants qu'il y a dans cette cour de récréation. Je sais le nombre de filles, etc. Donc, vous faites comme si vous réfléchissiez à voix haute. Et ce que vous faites va servir de modèle aux élèves. La façon, les mots que vous allez utiliser, les gestes que vous allez faire, les procédures que vous allez respecter, c'est ça qui va permettre aux élèves d'avoir les outils de leur future réussite. Et ensuite, il faut que l'apprentissage soit visible. Juste après que vous ayez fait votre exercice, les élèves vont faire l'exercice à leur tour. Tous ensemble. Avec des ardoises, à l'oral, tous ensemble. Vous avez un contact visuel avec chacun, avec tout le monde. Vous connaissez tout le monde. Vous observez tout le monde. Tout le monde fait tout en même temps, d'accord? Et là, c'est typiquement les exercices qui sont dans le fichier. Vous regardez attentivement, vous écoutez attentivement. Cette fois-ci, c'est vous qui regardez attentivement, c'est vous qui écoutez, et vous allez ajuster évidemment votre leçon en fonction des élèves. Et c'est là le cœur de la séance. Quand, évidemment, la notion n'est pas comprise de la même manière par tout le monde, c'est le principe même de la transmission des connaissances, eh ben, vous posez des questions, vous corrigez immédiatement les erreurs et les malentendus, et puis les exceptions aux règles qui sont formulées, et puis vous allez récompenser aussi les élèves qui ont réussi. Et il ne faut pas avoir peur de corriger les erreurs. On dit souvent, à tort aussi, que l'erreur c'est merveilleux et c'est grâce à l'erreur qu'on apprend. Alors, c'est vrai, mais à condition que l'élève sache que c'est une erreur. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de pointer les erreurs. Les enfants ne savent que c'est une erreur que dans 2 cas. Soit vous leur dites, soit vous êtes dans une classe Montessori où le matériel a été conçu pour être autocorrectif et l'élève sait qu'il s'est trompé s'il n'a pas réussi à finir l'exercice. Et puis, un rythme soutenu. Tous les élèves participent. Apprendre, ce n'est pas un sport de spectateurs. On évite le vide, sinon les élèves le remplissent. Donc vous êtes toujours en contact permanent avec vos élèves. Vous voyez que ce n'est pas du tout un cours magistral où les élèves sont passifs. Vous êtes toujours en train de dialoguer avec eux. D'accord? Toujours en train de les regarder. Et puis évidemment, s'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir différents dosages d'exercices, des exercices d'application immédiate le jour même, des exercices de réactivation le lendemain, et les exercices de révision 1 fois par semaine et puis 1 fois par mois. Je vais vite parce que tout ça c'est assez connu.
concrètement, une séance de pédagogie explicite, c'est ça. C'est 5 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait hier déjà? Et en quoi ce qu'on va faire aujourd'hui est en lien avec ce qu'on a fait hier? Ensuite, 5 minutes, c'est ce que je vous dis, je fais devant vous. Je modélise, je sers de modèle, je fais un exercice devant vous à voix haute. Ensuite, nous faisons 20 minutes, et là on fait tous ensemble. Pratique guidée, tous ensemble, vous corrigez immédiatement les erreurs, vous interagissez avec les élèves. Ensuite, tu fais tout seul cette fois-ci. Chaque élève fait seul pendant 10 minutes des exercices qui sont des exercices miroirs de ce qui a été fait juste auparavant. Et puis on termine, on ferme les cahiers, on ferme les fichiers, on se repose et on dit qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Et là, vous laissez les élèves s'exprimer sur ce qu'ils ont fait le jour même. Si j'ai encore le temps, mais personne ne m'a fait de signe, je crois, sur le minutage. 10 minutes? D'accord, très bien. Ça va me suffire, je crois. L'aspect le plus original de la méthode de Singapour, de façon très factuelle, c'est la résolution de problèmes. Au tout début de la présentation, je vous ai fait remarquer que la résolution de problèmes était au cœur de l'enseignement des mathématiques à Singapour. Et maintenant, vous allez voir comment ils le font. Pourquoi est-ce que l'enseignement des mathématiques est au cœur, non, l'enseignement de la résolution de problèmes est au cœur des mathématiques? Tout simplement parce qu'on enseigne les mathématiques pour résoudre des problèmes. Comme je le disais au début, les mathématiques, c'est un outil extrêmement efficace pour résoudre des problèmes. On va simplifier le réel, on va abstraire le réel, on va modéliser le réel pour résoudre des problèmes complexes. Donc les mathématiques servent à résoudre des problèmes. Mais dans ces cas-là, il va falloir enseigner la résolution de problèmes. Il faut apprendre aux élèves à résoudre des problèmes. Et ça, c'est des procédures. Comment est-ce que je fais pour résoudre un problème? Il faut que je comprenne ce qu'il y a de compliqué, ce qu'il y a de difficile, ce qu'il y a d'inconnu, ce qu'il y a de connu. Donc il y a une méthode pour résoudre des problèmes. Et ça tombe bien parce que si on enseigne pour résoudre des problèmes et si on enseigne la résolution des problèmes, ce faisant, on va enseigner les mathématiques par la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'on va enseigner ce que sont les mathématiques, à savoir le raisonnement, la démonstration d'une part, mais aussi les calculs, les opérations, les vérifications, les estimations, tout ce qui fait l'objet de l'enseignement des mathématiques. Donc c'est plein de bonnes raisons pour que la résolution de problèmes soit au cœur de l'enseignement des mathématiques. Mais ce qu'il y a d'original à Singapour, c'est qu'ils utilisent des barres. C'est bizarre, des barres. Pourquoi des barres? Parce que tout simplement parce que on est en grande section de maternelle, mettons, ou au CP. On a une approche concrète. On va prendre une situation, on a un poussin, et puis on a 5 poules. On va, comme je vous l'ai dit au début, passer du concret à l'abstrait de façon progressive. On va modéliser les poules par des cubes, par des trains de cubes qu'on va additionner. Comme ça, on va rendre visible l'addition des deux parties qui forment un tout. D'accord? Et puis, stade d'abstraction supplémentaire, on va passer en 2 dimensions. Cette fois-ci, on va avoir une barre séparée en quantités qui représente chacun un nombre, un entier naturel. D'accord? Mais quand on arrive au CE1, on va faire abstraction de la séparation en quantités discrètes pour passer aux quantités continues. Et cette fois-ci, cette barre, elle ne représentera pas forcément 5 ou 6 ou 10 ou 15, elle pourra représenter 320 000. Parce qu'évidemment, on va gagner en abstraction et gagner en efficacité de la représentation par rapport au problème qu'on veut résoudre. Et donc, la méthode de Singapour, quand on résout un problème, on va demander aux élèves, comme en France, de lire l'énoncé, rédiger une phrase réponse où il manque la réponse, mais en tout cas on sait ce qu'on cherche, et puis on laisse un blanc en attendant d'avoir trouvé la réponse. Et puis là, on va demander aux élèves de tracer un schéma en barre, de tracer une barre qui va représenter la quantité. Et en relisant l'énoncé, ils vont légender la barre. Ils vont dire, cette barre, elle représente quoi? Elle représente les bonbons d'Adèle. Alors je vais écrire en toutes lettres bonbons d'Adèle. Et puis, vous allez voir, je vais vous le montrer plus avant. En fait, on va simplement demander aux élèves de modéliser les situations mathématiques avant de passer au calcul en traçant une barre. Donc, vous allez avoir 4 modèles qui vont, à eux 4,
représenter l'ensemble des situations mathématiques de tout l'enseignement primaire. Je dis l'ensemble, peut-être 90% ou 95%. Il y a d'autres problèmes un peu plus originaux, qu'on appelle non standards, mais en gros, la quasi-totalité des problèmes arithmétiques rencontrés par les élèves à l'école primaire peuvent être modélisés par ces 4 schémas en barre. Vous avez les schémas partie, tout. Je connais les 2 parties, donc je connais le tout. Je connais le tout et une partie, donc je peux connaître l'autre partie. Vous pouvez aussi avoir un problème de comparaison, où cette fois-ci, on va utiliser la soustraction non pas pour calculer une partie, mais pour calculer la différence entre 2 quantités. D'accord? Et ça, on est CE1, CE1, CE2, puis après, vers le CE2, à partir du moment où les tables de multiplication ont commencé à être apprises, on va apprendre qu'on peut avoir les parts égales d'un tout. Les parts égales d'un tout, ça veut dire que cette fois-ci, le carré, il ne représente pas forcément 1, il peut représenter 3, il peut représenter 10. Et donc ici, on va avoir une pensée multiplicative qui va être introduite dans l'esprit des enfants à partir du CE2. Et je note ici d'ailleurs que vous avez aussi l'écriture fractionnaire, parce que chaque carré représente 1/5 de la barre, et 3, c'est 1/5 de 15. D'accord ? Donc toutes ces représentations permettent de construire très solidement les notions mathématiques. Et puis, on va avoir des problèmes complexes à plusieurs étapes où on va mélanger les parts égales d'un tout et la comparaison. Et je vais vous donner un exemple juste à la fin, si j'ai le temps, de problèmes très amusants qui vous demanderaient de poser un x et un y si vous n'aviez pas le modèle en barre. Donc ici, on est en maternelle. On va pouvoir faire des schémas partie tout avec les cubes. Au CE1, on va introduire le passage du concret à l'abstrait. Ça, c'est une vraie séance de CE1. On va apprendre aux enfants à modéliser avec le schéma en barre. Au CE1, on va avoir des problèmes de comparaison. Donc, il y a 355 feutres jaunes et 190 feutres verts dans un carton. Combien de feutres jaunes y a-t-il de plus que de feutres verts? Et là, on demande aux élèves, au CE1, non pas de tracer le schéma, mais de le regarder simplement, de s'en imprégner. Et c'est qu'à partir du CE2 qu'ils vont commencer à tracer eux-mêmes les schémas. Tiens, que s'est-il passé? Merci. Je précise qu'au CE1 et au CE2, c'est une perte de temps de tracer ces modèles en barre. Parce qu'un élève qui est assez habile, il n'a pas besoin de faire un schéma pour comprendre qu'il va devoir faire une soustraction. Et puis la soustraction, il va savoir la faire. Donc au CE1 et au CE2, c'est une perte de temps. C'est l'acquisition d'un outil dont il faut apprendre à se servir afin qu'il montre toute son efficacité au CM1 et au CM2. Donc si vous êtes professeur de CE1 et de CE2, sachez que pour vous, c'est du temps en plus à enseigner cette technique. Mais qu'elle va porter ses fruits au CM1 et CM2 et que vos collègues de CM1 et CM2 vous en seront éternellement reconnaissants. Alors là, je vais vous poser une question. Gaspard a payé 88,20 € pour 23 crayons et 18 classeurs, tous identiques. Le prix d'un crayon et d'un classeur est de 4,65 €. Combien coûte un crayon? Alors, on n'a pas le temps pour le faire, mais levez la main ceux qui d'entre vous auraient besoin de poser un X ou un Y pour résoudre ce problème. Qui veut venir résoudre le problème? Vous? Pardon? Oui? Quoi? Non, non, non. À mon avis, il faut relire l'énoncé. Bon, je vais vous montrer la solution. Je vais vous montrer la solution, mais pour voir que un problème aussi complexe que celui-là, pour moi, qui a appris avec la méthode traditionnelle, il m'aurait demandé de poser un X et un Y, parce qu'il y a 2 inconnus en fait. Hein. On connaît le prix d'un crayon et d'un classeur, on connaît X plus Y, mais on ne connaît pas X et Y. Donc, avec les schémas en barre, et là on est au CM2, hein, on va réussir à modéliser le fait que le prix d'un crayon et d'un classeur est de 4,65 €, donc on a fait 2 parties qui forment un tout. On sait qu'on a 18 classeurs et 23 crayons, donc ça veut dire qu'on a 18 classeurs et 18 crayons qui forment des paires, d'accord?
et qu'on a 5 crayons tout seul, 23 moins 18. Donc on va pouvoir calculer 23 moins 18, ça fait 5. On a 4,65 € fois 18. On va avoir la somme des... Ah. Je vais conclure. Vous m'entendez quand même ou pas? Bon, je continue pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc, ici, on a calculé l'ensemble des paires de crayons et de classeurs. Et après, il ne nous reste plus qu'à calculer le prix des crayons isolés. Et vous voyez comment cette représentation visuelle permet de résoudre des problèmes d'un niveau de 5e dès le CM2. Donc, pour commencer, non pas la présentation, mais pour commencer l'année en toute confiance, faites confiance à la progression, ne refaites pas de séance, n'intervertissez pas les unités, menez un projet d'établissement, mettez en place la méthode sur plusieurs années. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, comme elle est très progressive. Donc, vous pouvez faire ça en 3-4 ans, mais ne faites pas dès le début le CM2. Sinon, il y a trop de prérequis que les élèves n'auront pas. Échangez entre vous, instaurez des rituels, utilisez le matériel que vous avez déjà. Pas la peine d'investir des sommes colossales dans plein d'outils de manipulation. Les méthodes de Singapour, ce sont des mathématiques. S'il n'y a rien de miraculeux, c'est très, très simple. Voilà. Là, juste les outils dont vous avez besoin, que je ne peux pas détailler faute de temps. Les évaluations, si vous êtes curieux, vous pourrez me demander où les trouver sur notre site internet. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.